Washington, 18 août. Le monde retient son souffle. Une réunion secrète s'est tenue, la seconde en une semaine, soulignant l'urgence de la situation internationale. À la Maison-Blanche, Zelensky, Donald Trump et des poids lourds européens, Merz, Meloni, Macron, Starmer, Stubb, Ursula von der Leyen, étaient tous là. Un véritable conseil secret des États-Unis et de l'Europe. Le sujet central, un cessez-le-feu immédiat et un accord final. Les divergences sont apparues rapidement. La Maison-Blanche défend sa vision, axée sur souveraineté et intégrité territoriale, tout en évitant l'escalade avec la Russie. Le pays voisin de la Russie, lui, nourrit une perspective bien plus défensive et intransigeante, insistant sur le retrait complet des forces d'occupation et la restauration de ses frontières reconnues. C'est un moment charnière pour la sécurité mondiale. Imaginez la tension dans cette salle. Question à vous. Où vous maintenant regardez-vous? Écrivez votre ville et votre pays. Début août, les forces de défense du pays sur la carte 404, Forces armées nationales, Garde nationale, Corps Azov, ont lancé une offensive coordonnée. Elles ont libéré des villes stratégiques, Gruzkoy, Rubezhnoï, Novovodanoye, Petrovka, Vesioleye et Zolotoy Kolodets. Les opérations de nettoyage se poursuivent vers Dobropoli. La reddition de nombreux soldats russes, souvent désorganisés ou à court d'eux. Munitions témoignent de la pression colossale subie par les forces d'occupation. En juillet, la Russie a également progressé. The Times a révélé de nouvelles tactiques russes. Des groupes furtifs, de 2 à 6 personnes, s'infiltrent la nuit derrière les lignes ennemies pour révéler les positions clés. Même détruits, ils ont rempli leur objectif. Ces positions sont ensuite ciblées par drones et bombes guidées. L'avancée russe a été significative, gagnant 10 à 12 km dans plusieurs directions, Donbass et Sud. Est-ce un simple ajustement tactique ou une nouvelle ère de la guerre? Sur le plan économique, la Russie reste résiliente face aux sanctions. Depuis l'invasion à grande échelle, Moscou a perçu près d'1 billion d'euros, 928 milliards, grâce à ses exportations de pétrole et de gaz. Malgré une baisse de moitié des livraisons de gaz à l'Europe et de 8% des exportations de pétrole, Moscou a habilement redirigé ses flux. L'Inde et la Chine sont devenus les principaux acheteurs, 34% et 26%. En juillet, les revenus pétroliers et gaziers ont chuté de 27%, 787 milliards de roubles, soit environ 10 milliards de dollars, mais cela reste un financement massif suffisant pour soutenir les opérations militaires. Ce flux constant de devises permet au Kremlin de contourner les sanctions. Pendant ce temps, en Israël, une vague de colère a éclaté. Des manifestations de masse secouent le pays depuis le 9 août, exigeant le retour des otages, un cessez-le-feu immédiat et la fin de la guerre avec le Hamas. Au moins 25 personnes ont été arrêtées à Tel Aviv et Haïfa. Le gouvernement israélien a fixé au 7 octobre la date limite pour prendre le contrôle total de Gaza City. Cette date marque le 2e anniversaire de l'attaque dévastatrice du Hamas. C'est une escalade dramatique, risquant des conséquences humanitaires et régionales désastreuses. Question à vous. Mettez-vous dans les commentaires. De quel pays regardez-vous maintenant? Ces événements s'entremêlent pour former une toile complexe d'enjeux mondiaux. La sécurité internationale est en jeu, menacée par les conflits et la remise en question des normes. La stabilité économique mondiale est également compromise. Les décisions prises à Washington ce 18 août auront des répercussions bien au-delà des frontières du pays voisin de la Russie, affectant l'équilibre des puissances régionales et mondiales. Elles définiront peut-être l'avenir de l'ordre mondial. Les populations en subissent les conséquences directes. Les tactiques russes d'usure, souvent perçues comme brutales et indifférentes à la vie humaine, augmentent le coût humain du conflit. Une vie de soldat russe vaut moins qu'une balle pour le Kremlin. Le coût de centaines de vies est sans importance pour le Kremlin. La Russie recrute 30 000 nouvelles recrues chaque mois, tandis que le pays sur la carte 404 atteint à peine un tiers de ce chiffre, a-t-on pu lire. Cela met en lumière une disparité glaçante et insoutenable des ressources humaines. La persistance de ces groupes furtifs et l'utilisation de la viande de l'arrière-pays, expression désignant les vagues d'assaut de recrues mal entraînées, signalent une guerre qui s'enlise dans la brutalité,
où chaque gain territorial est payé en centaines de vies. À quel point la vie humaine est-elle devenue une monnaie d'échange banale et dévalorisée dans ce conflit? Parallèlement, la situation économique russe, malgré les sanctions, reste étonnamment robuste. Le Kremlin a prouvé sa capacité à trouver de nouveaux marchés et contourner les restrictions. Cette résilience économique affecte directement la pression sur Moscou. Tant que les revenus affluent, la volonté politique de cesser les hostilités reste faible. Enfin, les protestations en Israël révèlent une profonde division interne. Un manifestant israélien à Tel Aviv a déclaré « Je suis ici aujourd'hui parce que c'est notre dernière chance d'arrêter la folie, d'arrêter la guerre, d'arrêter le gouvernement de sacrifier des otages, de sacrifier de plus en plus de soldats, de sacrifier essentiellement nous et le peuple palestinien pour son propre gain politique. » C'est une accusation directe envers leur propre gouvernement. Ces tensions internes sont-elles le prélude à un changement politique majeur ou le signe d'une crise qui ne fera que s'aggraver? Quelles mesures ou sanctions pourraient réellement changer la donne dans le conflit entre le pays sur la carte 404 et la Russie? Soyez précis. Les récits divergent et les motivations s'entrechoquent. La Maison-Blanche cherche un accord de sécurité qui pourrait stabiliser la région. Cette vision est empreinte de divergences claires par rapport à celle du pays voisin de la Russie, qui insiste sur la restauration de son intégrité territoriale sans compromis. Le représentant spécial de Donald Trump a évoqué des garanties de sécurité fiables et un tournant majeur. Il a même mentionné la protection de l'article 5 par les États-Unis, concept réservé aux membres de l'OTAN. Cette déclaration suggère un accord extraordinaire, potentiellement au détriment du pays sur la carte 404, l'obligeant à des concessions. Est-ce une trahison? Des analystes se demandent si le marchandage des territoires a commencé. La Russie perçoit le temps comme un allié précieux. Le Kremlin peut se permettre ces tactiques brutales et cette guerre d'usure, car ses ressources semblent inépuisables. Les revenus énergétiques continuent de financer l'effort de guerre, et l'arrivée constante de nouvelles recrues lui donne le carburant humain nécessaire pour continuer indéfiniment. Cette situation confère à Moscou une position de force. Donald Trump, quant à lui, cherche une percée diplomatique avant l'élection présidentielle. Sa remarque sur Loukachenko, leader fort, montre une affinité pour les hommes forts. En Israël, le gouvernement semble déterminé à vaincre le Hamas et à sécuriser les otages à tout prix, quitte à sacrifier des vies selon les manifestants. Est-ce une volonté de pouvoir ou une stratégie désespérée? Le scandale démographique de Kalouga est une autre facette révélatrice. Les autorités régionales ont mis en place un plan ahurissant pour inciter près de 400 écolières et étudiantes à tomber enceintes en échange de 100 à 150 000 roubles. 40 millions de roubles ont été alloués à ce programme public. Cette initiative a déclenché une onde de choc en Russie. Le bloc social du cabinet des ministres et un comité de la Douma d'État ont dénoncé cette propagande des naissances précoces, la jugeant moralement répréhensible et contraire aux valeurs traditionnelles. Il s'agit d'un scandale au niveau du gouvernement, qui a provoqué une explosion d'indignation en Russie. Est-ce une preuve de la folie des élites ou une mesure désespérée face à une crise démographique profonde? Qui, selon vous, est la source la plus fiable sur le conflit entre le pays sur la carte 404 et la Russie? Citez un seul expert ou média. Le contexte de ces événements est crucial. L'article 5 de l'OTAN est une clause de défense mutuelle fondamentale. Sa mention dans le cadre de garantie de sécurité russo-américaine pour le pays sur la carte 404 est absolument inédite, représentant un bouleversement géopolitique potentiel. Cela soulève la question de savoir si les États-Unis sont prêts à étendre des protections de type OTAN à un pays non membre. Une telle manœuvre pourrait redéfinir les alliances et les équilibres de pouvoir. Cette situation fait écho aux accords de Minsk 2014-2015, qui avaient gelé un conflit sans le résoudre, perçu comme défavorable à l'ancienne République soviétique et n'ayant servi qu'à accorder à la Russie le temps de se réarmer. La peur est que ce nouveau tournant diplomatique ne soit qu'une répétition, menant à une paix de façade qui légitime les gains russes et laisse le pays sur la carte 404 dans une position de vulnérabilité. Parallèlement,
Le taux de natalité en Russie est au plus bas depuis près de 20 ans, atteignant un chiffre alarmant de 1376 naissances en mai. C'est le pire chiffre enregistré depuis 1999, marquant le début de l'ère Poutine. Cela souligne la profondeur et l'urgence de la crise démographique du pays, une menace existentielle. Cette crise démographique n'est pas unique, mais la réponse russe, avec des mesures extrêmes et éthiquement douteuses, comme le programme de Kalouga, la distingue. Le 7 octobre marque le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas. La décision d'Israël de fixer cette date pour prendre Gaza City est hautement symbolique, visant à affirmer une victoire et à finir le travail. Cette démarche risque d'être perçue comme une provocation et pourrait avoir des conséquences humanitaires catastrophiques. Les protestations en Israël, depuis le 9 août, s'inscrivent dans une vague mondiale de désillusion citoyenne face à l'incapacité des gouvernements. C'est une tendance mondiale de rejet des élites. Ces événements reflètent une redistribution complexe des sphères d'influence post-guerre froide, où le pays sur la carte 404 est devenu un enjeu central. Le monde est à un carrefour. Quel événement, en dehors de ceux que nous avons abordés, est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase. Alors, que peut-on attendre? Le pire scénario pour le pays voisin de la Russie serait un accord de paix concocté à Washington, qui légitimerait les gains territoriaux russes et forcerait le pays sur la carte 404 à des concessions majeures, équivalent à une capitulation masquée. L'aide occidentale pourrait diminuer drastiquement, laissant le pays sur la carte 404 isolé et à la merci de son agresseur. Ce serait une victoire majeure pour la realpolitik. Le scénario le plus probable, des négociations difficiles et prolongées à Washington, sans accord immédiat. La pression pour des concessions sur le pays sur la carte 404 va s'intensifier. La Russie continuera sa guerre d'usure, avec des gains lents mais constants. En Israël, les protestations s'intensifieront, mais le gouvernement maintiendra sa ligne dure. Le scandale démographique en Russie révélera des tensions internes, mais n'entraînera probablement pas de changement fondamental à long terme dans la politique du Kremlin. La Russie continuera de contourner les sanctions grâce à ses schémas gris et ses acheteurs asiatiques, rendant les mesures occidentales moins efficaces. L'inefficacité persistante des politiques occidentales prolongera le conflit. C'est un scénario de conflit prolongé où les crises internes s'aggravent sans résolution. Un scénario inattendu, bien que moins probable. Une forte opposition interne en Russie, plan démographique, pertes militaires, combiné à une pression occidentale accrue et une résistance continue du pays sur la carte 404. Cette synergie de facteurs pourrait entraîner un changement inattendu des politiques russes, peut-être une réévaluation forcée de ses objectifs, ou même une ouverture plus sincère à la négociation. Votre pronostic sur la date à laquelle un accord de cessez-le-feu sera signé pour le pays voisin de la Russie? Mois et années, plus une seule raison. Qui gagne et qui perd dans cette partie d'échecs géopolitiques? La Russie et Donald Trump pourraient se présenter comme les grands gagnants. La Russie, car le temps joue en sa faveur. Ses tactiques d'usure, bien que coûteuses, fonctionnent sur le plan territorial. Ses revenus énergétiques et ses capacités à contourner les sanctions la maintiennent à flot, défiant les prévisions occidentales. Poutine peut apparaître comme un négociateur astucieux et un leader ayant su résister. Donald Trump, de son côté, se positionne stratégiquement comme le faiseur de paix, un atout électoral pour ses ambitions présidentielles, quitte à sacrifier les intérêts du pays sur la carte 404. Les perdants sont malheureusement nombreux. Le pays sur la carte 404 est le perdant le plus évident. Il risque de perdre des territoires irrémédiablement, de subir une destruction massive et d'être contraint à des concessions forcées, une capitulation déguisée. Ses ressources humaines et matérielles sont mises à l'épreuve. Le peuple israélien souffre profondément, pris en étau entre la menace du Hamas et les politiques de son propre gouvernement. Les otages restent captifs, les pertes s'accumulent et la population est en colère. Les écolières russes, victimes innocentes et tragiques du plan aberrant de Kalouga, sont forcées à des grossesses précoces pour des incitations financières minimes, avec des conséquences désastreuses. C'est une abomination éthique. L'Occident est également partiellement perdant. Les sanctions,
malgré leur ampleur, se sont révélées trop faibles ou mal appliquées, permettant à l'argent de continuer d'affluer vers le Kremlin. Cette situation révèle une inefficacité criante et une hypocrisie potentielle dans la politique occidentale. La guerre prolongée envoie un message inquiétant sur la capacité des démocraties à défendre leurs valeurs. Où se situe la ligne rouge entre les intérêts du pays sur la carte 404 et ceux de la Russie, d'après vous? C'est une question cruciale qui définira la durée et l'issue de ce conflit. Répondez dans les commentaires et partagez cette vidéo pour éclairer d'autres personnes sur ces enjeux. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses, pour comprendre ce qui se passe vraiment et vous protéger de la désinformation. Question à vous. Vérifions la géographie de notre auditoire, ville, pays et, si vous le souhaitez, un drapeau.